Aux États-Unis, des voix politiques s'élèvent pour demander l'interdiction de TikTok, cette application chinoise qui appartient à ByteDance. Des responsables politiques dénoncent la collecte de données personnelles abusives qui servira à de l'espionnage pour Pékin, dénoncent aussi l'addiction à cette application, de la propagande qui pourrait s'y jouer, la propagande chinoise évidemment. Et donc le 27 décembre, en tout cas, on a le Sénat américain qui a approuvé l'interdiction du réseau social sur les téléphones gouvernementaux. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à interdire TikTok aux États-Unis? Est-ce que c'est une drôle d'idée? Est-ce qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux? Pour en parler aujourd'hui, Maître Anne Cousin, bonjour, avocate associée au cabinet Herald. Vous intervenez en droit des nouvelles technologies, de l'Internet et des médias. D'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. C'est votre grand retour aujourd'hui au travail. Merci d'être passé par Smartech avant. Avec vous également, Serge Abitboul, membre du collège de l'ARCEP. Vous êtes chercheur en informatique à l'INRIA et l'ENS Paris. Vous avez publié en septembre 2022 « Nous sommes les réseaux sociaux » que vous avez écrit avec Jean Catan aux éditions Odile Jacob. Et puis on peut vous lire aussi très régulièrement sur lemonde.fr à travers votre blog binaire. Meilleurs vœux également, évidemment, Abitboul. Je suis tellement contente de vous avoir avec moi en plateau. Ça fait des mois que j'attends ce moment et on va pouvoir parler donc de ce sujet qui fait polémique autour de TikTok et de son interdiction. Déjà, une première question pour l'avocate. Quand on évoque cette interdiction, est-ce que juridiquement ça tient la route? Est-ce que c'est possible de décider d'interdire TikTok? Alors, il faut s'entendre sur le mot interdire. Est-ce que interdire, ça voudrait dire interdire en France TikTok? Alors là, il faut être très très prudent parce que interdire un moyen de communication comme un réseau social, c'est probablement très difficile, voire impossible. On a des exemples aujourd'hui, par exemple l'Arcom, on sait, se casse les dents sur cette question-là, alors qu'elle dispose d'un texte légal qui lui permettrait de demander l'interdiction de certains sites pornographiques qui ne limitent pas leur accès aux mineurs. Et aujourd'hui, la procédure engagée ne lui a pas permis. Donc on a toute une série d'obstacles juridiques dès qu'il s'agit de limiter l'accès à un moyen de communication. D'un autre côté, on a vu aussi qu'avec le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, on a pu interdire l'accès, en tout cas, à certains médias russes. Oui, sauf qu'avec un VPN, vous avez accès aux 10 médias. Donc la question juridique, une fois qu'elle est résolue, par un texte ou une disposition qui le permettrait, la question technique se pose pleinement et on le voit justement dans cet exemple. Donc, est-ce qu'il faut aller vers là? La question, est-ce que l'interdiction est une solution? Est-ce que c'est pas purement politique et démagogue? Moi, je me pose la question. Pour moi, il y a d'autres voies que l'interdiction et par principe, le juriste ou l'avocat, il a un peu de mal avec l'interdiction d'un moyen de communication, même si des abus sont commis. Voilà. Bon. Et puis les technophiles aussi ont un peu de mal avec cette idée, je vous l'avoue. Serge Abitboul, est-ce que TikTok, là, c'est devenu la cible principale, mais finalement, TikTok, est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre réseau social? Je ne comprendrais pas pourquoi. C'est un réseau social un peu comme un autre. Alors, il y a des particularités qui font que c'est hyper populaire, 2 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les jeunes, surtout, les gosses, l'adoptent de façon massive. Est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre? Je ne vois pas ce que ça a d'autre. On retrouve du harcèlement chez TikTok comme on retrouve chez Facebook ou Insta. On retrouve de la pédopornographie. Les risques sont à peu près les mêmes. Ils font de la modération avec plus ou moins de succès comme les autres. C'est pas véritablement on ne voit pas quelque chose de différenciant. Peut-être que... Est-ce que, par exemple, excusez-moi justement d'intervenir là, parce que les réseaux sociaux sont tous, a priori, faits pour être addictifs. Sur la collecte des données personnelles, je ne suis pas sûre qu'ils soient exemplaires, les concurrents de TikTok. Pourquoi pas penser à l'interdiction de Facebook, si je vais même plus loin, puisqu'on a le scandale Cambridge Analytica derrière nous, on a les révélations de Frances Haugen sur sa dangerosité. Pourquoi cette question de TikTok et pas de Facebook? Alors c'est véritablement une question c'est une question politique, c'est-à-dire que ce dont on a peur, c'est que des données de ces réseaux sociaux terminent dans les mains d'un gouvernement. On a vu que ça s'est passé avec les États-Unis, avec des lois américaines d'extraterritorialité qui leur permettent d'obtenir ces informations. Les mêmes lois existent en Chine, donc on pourrait évidemment avoir le même problème pour la Chine. Alors la différence qu'on peut avoir entre Facebook
et TikTok, c'est que TikTok appartient à la Chine, ce qui n'est pas un pays particulièrement ami, alors que Facebook et Insta appartiennent aux États-Unis. Et donc, on se dit que finalement, quitte à se faire pirater nos données personnelles, on aimerait autant que ce soit par des copains. Mais je ne vois pas d'autre différence. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux garantissent suffisamment la protection des données personnelles des utilisateurs? Alors, Cousin. probablement pas. En fait, on n'en sait rien en réalité, puisqu'on découvre scandale après scandale ou affaire après affaire que les données ne sont pas protégées au sens où on l'entend dans le langage courant. Mais moi, je partage parfaitement votre position. C'est parce qu'il s'agit de Chinois que la question se pose en des termes un petit peu nouveaux. Mais de toute façon, il faut être extrêmement vigilant sur cette question-là. D'abord, on n'en sait pas suffisamment. On le découvre, comme je disais, au fur et à mesure. Et bien sûr que les exigences du RGPD sont extrêmement strictes et qu'elles sont, on peut penser, insuffisamment respectées. Mais Est-ce que c'est ce que j'allais vous dire? On a un règlement en Europe alors, pour protéger nos données. Absolument, mais encore faut-il le respecter. Et puis, il est sujet à interprétation. Et puis, voilà. Donc, c'est probablement pas le texte le plus facile à respecter. Et c'est probablement un des plus complexes, des plus tatillons, des plus protecteurs. Et comme ces réseaux sociaux, ces plateformes vivent des données qu'elles collectent, qu'elles utilisent, il y a un problème de fond, hein, ça c'est sûr. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que, parce qu'on parle du risque TikTok, parce qu'il est détenu par une entreprise chinoise. Certes, mais il y a quand même eu déjà des premières négociations aux États-Unis pour imposer que toutes les données des Américains soient stockées aux États-Unis par un opérateur américain, en l'occurrence Oracle. Et alors, visiblement, ça ne suffit pas, ça. Alors, l'idée qu'on demande, enfin, la Commission européenne, sur laquelle la Commission européenne voudrait arriver, c'est que les données des utilisateurs européens soient stockées en Europe. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même intéressant de noter que pour les Américains, le fait que ces données soient stockées aux États-Unis, ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffirait à nous, en Europe? C'est vraiment une question politique. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on a confiance ou pas dans un État comme les États-Unis, comme un État comme la Chine. Après, c'est de la stratégie politique. C'est de la géopolitique. C'est pas du tout de la technique. Donc moi, mes limites sont quand même assez vite atteintes. Tout ce que je sais, c'est que par exemple, TikTok a promis que pour les utilisateurs européens, les données seront stockées en Europe. Est-ce que ça va suffire aux politiques? J'en sais rien. Je sais pas. Ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez parlé du RGPD. On a maintenant le DSA et le DMA. On commence à avoir une batterie de lois en Europe qui sont beaucoup plus protectrices que ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc on peut déjà être un peu plus tranquillisé. C'est-à-dire que déjà, si on arrive à faire respecter ces lois, et c'est pas facile, comme vous l'avez dit, on aurait déjà avancé. Alors après, jusqu'où on veut aller plus loin, moi je ne sais pas. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que TikTok n'a pas du tout le même fonctionnement en Chine et dans le reste du monde. Donc en Chine, par exemple, il est beaucoup plus protecteur des enfants. Il limite leur temps d'utilisation, il encourage les contenus culturels et les contenus de connaissances. En Europe, c'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Le TikTok hors Chine est beaucoup moins protecteur des enfants. Mais d'une certaine façon, c'est parce que TikTok suit les lois chinoises en Chine et les lois européennes et américaines quand il est ailleurs. Mais d'ailleurs, vous nous parliez du plaisir que les jeunes ont à aller sur TikTok. Qu'est-ce qui rend TikTok si addictif? Alors c'est beaucoup de vidéos, c'est des contenus extrêmement, des contenus courts et des contenus de vidéos. Il y a un style aussi, alors moi j'ai peut-être plus l'âge pour le sentir, mais un style beaucoup plus libre que dans les prédécesseurs. Chez Insta, on se met en scène, on joue un rôle, alors que TikTok, apparemment, c'est quelque chose de plus naturel. Les gens sont plus eux-mêmes. Et donc, ça s'appelait aux jeunes. C'est aussi une façon de se différencier des plus grands qui maintenant sont sur Insta. Donc, il faut qu'ils aient un truc un peu particulier. On a quand même le député américain Matt Gallagher qui en parle comme d'un opioïde. Est-ce que c'est pas aller un peu loin, là?
Carrément. Ouais, on est d'accord. Bon, en attendant, je disais, on a quand même le Sénat américain qui a interdit TikTok, enfin qui a autorisé d'interdire TikTok sur certains téléphones, les téléphones gouvernementaux. Ça favoriserait l'espionnage, TikTok. Est-ce que ça aussi, on a des éléments aujourd'hui pour l'attester? Alors, moi, je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, si on le savait, on réglerait la question. Le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Mais nous avons effectivement des outils. On parlait du RGPD. Oui, ou le DSA. Voilà. Donc on a eu un débat hier important. en plateau sur le Digital Services Act. Est-ce que ça va permettre justement d'apporter davantage de transparence sur l'utilisation des données? C'est le but. Et effectivement, c'est un texte qui innove énormément. Pas tellement sur la responsabilité, parce que là, on a des outils qui sont bien, qui ont fait leurs preuves et on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais sur les obligations des plateformes. Et effectivement, le DSA innove, notamment à l'égard des très grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Donc, ceux-là ont des obligations accrues de transparence sur leur fonctionnement, et notamment leur modération, mais aussi, et ce qui est très important, sur les risques systémiques dont ils sont l'occasion. Et c'est par ce moyen-là qu'on devrait apprendre davantage sur qui utilise TikTok et d'autres parce que c'est le problème quand même, diffuser de fausses informations, des informations clivantes, pourquoi tel et tel contenu est poussé plus qu'un autre, etc. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement et aussi innovation, me semble-t-il, très importante qui n'a pas encore donné tout son sel, c'est que les données en question, les données de connaissances sur leur fonctionnement seront mises à la disposition des chercheurs. C'est une obligation. Et donc, on attend beaucoup des chercheurs, au sens large, pour qu'ils nous disent comment ça marche. Et quand l'information est la première chose à maîtriser pour avancer. Donc, quand on saura comment ça marche, probablement... Alors, on a un chercheur en plateau. Alors, vous allez pouvoir travailler sur ces algorithmes, vérifier leur transparence, mais c'est pas un travail si évident, ça, à mener. Alors, c'est un travail extrêmement compliqué, mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on se passe, c'est on l'étudie en boîte noire. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus compliqué que si le DSA est véritablement appliqué, où on aura accès aux algorithmes éventuellement, s'il y a des problèmes, et puis accès éventuellement aux données. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut bien se douter que ces entreprises vont tout faire, et ils ont des pouvoirs juridiques énormes pour ralentir et pour empêcher. Et il y a besoin d'une montée en compétence aussi des chercheurs, des autorités de régulation européennes, pour arriver à comprendre ce qui se passe dedans. Mais normalement, on devrait casser un peu l'opacité. Et encore une fois, comme j'ai dit, quand on peut rentrer et regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple que quand on essaie de voir ça en boîte noire, où on découvre des choses. On sait plein de choses sur ce qui se passe dans ces algorithmes. Quand même, c'est pas... Oui. On a montré des biais, on a montré comment se propager les fake news, les messages de haine, tout ça. On commence à comprendre un peu comment ça marche. Quand on le fera de l'intérieur, on le fera plus facilement. Surtout, ce qu'il faut comprendre, je finirai là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose de statique. Ils passent leur temps à changer leurs algorithmes. Ils passent leur temps à modifier leurs paramètres. Et donc, vous étudiez aussi un modèle qui est dynamique et qui change en permanence. Il y a très longtemps, au début de Facebook, j'avais une étudiante qui a étudié les mécanismes de sécurité et de protection des données chez Facebook. Pendant la durée de son master, c'est-à-dire 5 mois, ça a changé 3 fois. Oui. C'est pas facile, c'est pas facile à étudier. Alors, la réponse adaptée, donc selon vous, c'est davantage de régulation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, pour mieux se protéger des risques des réseaux sociaux. Tout à fait. La réponse adaptée, c'est probablement pas l'interdiction. Oui. Pour toutes les raisons qu'on a dites. La réponse adaptée, c'est probablement le contrôle et la sanction. Il ne faut pas oublier le volet sanction quand même. Et dans le DSA, on a une possibilité de sanction jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas exactement rien. Surtout si les sanctions sont effectivement prononcées dans des montants suffisants et qu'elles sont dans leur respect est vérifié, si vous voulez. Une sanction à quelques centaines de milliers d'euros, c'est probablement pas suffisant. C'est un avertissement, mais si elles sont à la hauteur des
des enjeux et surtout des manquements, hein, parce que c'est quand même le propre des sanctions, et qu'elles sont effectivement appliquées. Après, il faut avoir les moyens de réaliser ces contrôles. Hein. Serge Abiteboul a parlé des problèmes aussi de montée en compétences, mais c'est aussi des budgets. C'est des budgets, oui. Mais alors, grâce à ces deux textes, DSA et DMA, on a la chance d'avoir des budgets européens. Donc, l'Europe a fait quelque chose d'extraordinaire, là, pour se rassembler sur un texte, deux textes uniques. Et je pense qu'ils sont là. Là, aujourd'hui, on a les outils pour se battre. Alors, il y a une autre réponse adaptée que vous avez proposée. D'ailleurs, quand Elon Musk a pris le pouvoir de Twitter, vous lui avez dit, finalement, donnez entièrement les clés du réseau social à vos utilisateurs. Oui, mais ça, c'était un peu une boutade pour répondre au fait que Elon Musk n'arrête pas de se présenter comme le roi des libertés. C'est le défenseur ultime des libertés. C'est aussi la liberté de se faire agresser quand on va sur son réseau. C'est cette liberté aussi. Mais c'est la liberté de dire à peu près n'importe quoi, en particulier d'agresser les autres. Donc, avec Jean Catan, on a voulu un peu essayer ironiquement de le prendre au mot en disant si vous voulez libérer véritablement les choses, il y a des moyens de le faire. Et donc, on a proposé un certain nombre de pistes, donc de donner plus de moyens aux membres du réseau pour faire de la modération, pour donner leur avis. Et même d'ouvrir le code. Alors, d'ouvrir le code, c'est aussi quelque chose sur lequel, à mon avis, on sera un jour de plus en plus amené à aller. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, en particulier, vous parliez des systémiques les plus importants, ils commencent à prendre une place considérable dans nos sociétés. Ils commencent à définir d'une certaine façon notre société, puisqu'ils définissent ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire sur la place publique ou même dans ses rapports avec ses amis. Donc quand ça prend une importance aussi considérable, ça ne peut pas rester opaque, ça ne peut pas rester des choses qui sont contrôlées par un conseil d'administration. Ça doit devenir d'une certaine façon, alors je mets beaucoup de guillemets, mais public, dans le sens, ça doit devenir, alors je préfère plutôt le terme commun, ça doit devenir des communs qui sont partagés par la population, qui sont discutés sur la place publique, des règles de modération qui sont en ce moment prises par une ou deux personnes, c'est totalement inadmissible, quoi. C'est pas acceptable pour une démocratie que le discours public soit défini par une ou deux personnes. On pourrait peut-être imaginer que les gouvernements, donc, plutôt que d'interdire, régulent davantage, peut-être exigent d'ouvrir les codes. Il y a une autre option qui est envisagée aussi aux États-Unis, en tout cas, c'est de revendre TikTok à une entreprise américaine. Ça, ce serait possible juridiquement ? D'ordonner la revente de TikTok, je ne pense pas. Je suis pas spécialiste de droit américain, mais ça m'étonnerait. Non, ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, on a un volet de réponse au niveau européen qui est la régulation. Et a priori, pour l'instant, la question ne se pose pas de l'interdiction du réseau social ici. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur cette question. Maître Anne Cousin et Serge Abiteboul de l'ARCEP étaient avec nous donc pour parler de l'interdiction envisagée, en tout cas politiquement, aux États-Unis. On se retrouve juste après la pause. On va retrouver Tariq Krim qui va nous dresser un bilan de 2022, un bilan quand même rapide mais efficace.